ce que vous voulez. L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie, merci. Ravi de vous retrouver une heure ensemble. Réciproque. Voilà, ensemble pour prendre le temps, s'arrêter parce que ça va vite, trop vite parfois, et partager aussi votre regard sur l'actualité et ses conséquences. Revenons ensemble, c'était une volonté commune, revenir sur ce voyage très polémique du président du Rassemblement national cette semaine en Israël. On l'évoquait la semaine dernière, une rupture inimaginable dans l'histoire de l'antisémitisme, dites-vous. J'aimerais qu'on écoute Jordan Bardella. Il était en Israël cette semaine, jeudi, et il maintient, en effet, aujourd'hui, le RN est le premier bouclier contre l'antisémitisme. Je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Et c'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. Voilà. C'était impossible de voir ces images il y a quelques années. En 2006, Marine Le Pen avait souhaité se rendre en Israël et elle n'avait pas pu y aller. Le porte-parole notamment du ministère israélien expliquant à l'époque qu'il était inconcevable de recevoir, disait-il, des dirigeants de partis racistes ou de négationnistes de la Shoah. Oui. Ça, c'était en 2006. Oui, c'est dingue. C'est vraiment un renversement de situation entre l'extrême gauche et ce qu'on appelle l'extrême droite. Moi, je ne parle pas d'extrême droite, je parle d'une droite nationaliste ou populiste ou souverainiste, mais ça n'est plus l'extrême droite et c'est assez fascinant. Il y a une raison de fond, indépendamment des propos du fait que Marine Le Pen ait rompu sur la question de l'antisémitisme avec son père. Et ça a été très très douloureux pour elle. Ça a été une rupture extrêmement pénible pour elle. Bon, et donc il y a une raison de fond, c'est que 92%, je regardais une enquête commandée à l'IFOP par le Jewish American Committee, pardon pour l'anglais, mais enfin il s'appelle comme ça, j'y peux rien. 92% des Français juifs, moi je dis Français juifs, faut arrêter de dire nos compatriotes de confession juive, c'est complètement idiot. On peut être juif, français juif sans être religieux, sans être croyant. Bon, donc moi je dis français juifs et 92% des Français juifs pensent que l'antisémitisme vient de l'extrême gauche et pas du tout du Rassemblement national. Mais c'est pire que ça, si je puis dire, ou c'est plus étonnant que ça. D'ailleurs, Dabi, le sondeur que vous recevez souvent ici, qui est très bien d'ailleurs, qui est très intelligent ce garçon, il dit mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit mais c'est sidérant. Évidemment, 92% des Français juifs considèrent que l'antisémitisme vient de LFI et de l'extrême gauche, parce qu'elle est islamo-gauchisme. Alors, il y a une lame de fond derrière, il faut bien comprendre. Dans les années 30, 40 et même encore 50, l'antisémitisme en France, il vient d'où ? Il vient du catholicisme traditionnel, jusqu'à ce que Vatican II torde le cou à cet antisémitisme traditionnel des catholiques, de réactionnaires. C'est l'accusation les Juifs sont le peuple déicide, ils ont tué Jésus, ce qui est complètement idiot, puisque comme le dira Vatican II, ce sont ni tous les Juifs de l'époque, ni tous les Juifs d'aujourd'hui, évidemment. C'est la phrase de Vatican II. Et puis vous avez l'antisémitisme racialiste hitlérien, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la caricature d'Hanouna, fabriquée par Grock, au bout de 6 demandes pour y arriver. Bon. Donc de la part de LFI. Et donc on avait ces deux antisémitismes, et aujourd'hui tout le monde le sait, toutes les enquêtes le montrent, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, l'antisémitisme il vient pas du catholicisme ni de l'extrême droite racialiste ou raciste des années 30, mais évidemment de l'islamisme et de l'islamo-gauchisme. Vous comprenez quand même que ces images... regardez Jordan Bardella posté sur ses réseaux sociaux au mémorial de Yad Vashem. Ô combien symbolique, un lieu particulièrement, je ne sais pas si nos téléspectateurs s'y sont rendus, mais c'est vrai que ça prend au tripes. Vous comprenez que pour certains, c'est une visite qui ne passe pas, et que votre démonstration et ce que vous dites n'est pas accepté par certains... la gauche, mais pas par les Juifs. Pas par les Juifs, oui. Voilà, c'est quand même les premiers. Voilà, moi j'ai lu les déclarations de Klarsfeld sur LCI d'ailleurs. Absolument. Voilà, mais aussi dans le Figaro, j'ai lu les déclarations de grands représentants de personnes qui ont consacré leur vie entière à lutter contre l'antisémitisme et qui disent mais réjouissons-nous de voir qu'un parti en effet qui lorsqu'il s'appelait le Front National et qu'il était dirigé par Jean-Marie Le Pen était un parti antisémite, que ce parti qui a changé de nom, qui s'appelle le RN, soit rentré dans le cercle de la raison. C'est la meilleure nouvelle des 10 dernières années. D'ailleurs, encore une fois, 92% des Français juifs disent que maintenant l'antisémitisme il vient de l'extrême
l'extrême gauche et pas de ce qu'on appelait l'extrême droite. Qu'est-ce qui est venu chercher pour vous ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que vous, le philosophe, qu'est-ce qui est venu chercher Jordan Bardella ? L'absolution, une forme de pardon ? D'abord, il a été invité. Il n'a pas été invité par le pays le plus antisémite du monde. Il a été invité par Israël. Je suis désolé. Klarsfeld n'est pas le mec le plus antisémite de la planète. Enfin, il a consacré sa vie entière à lutter contre... Et il dit, si je dois choisir, je voterai évidemment RN contre LFI. Quand il y a des seconds tours, par exemple, d'élections législatives. Il faut écouter ces gens-là. Pourquoi il ne faut pas les écouter ? C'est toujours le même thème. Parce que la gauche perd un ennemi, c'est toujours la même chose. Et perdre un ennemi, c'est beaucoup plus pénible que de perdre un ami, en vérité. Parce que l'ennemi, vous vous réveillez le matin avec lui, vous endormez le soir avec lui, vous peaufinez vos argumentations avec lui. Donc, perdre un ennemi dans le débat public, c'est une catastrophe. Ah, mon Dieu, si on peut plus... Il faut absolument que le RN reste antisémite, sinon c'est plus possible. À qui on va... En plus, ça oblige la gauche démocratique à s'opposer à qui ? Aux gens avec qui elle a fait un accord, la NUPES. Oui. Voilà. Donc c'est très emmerdant pour la gauche démocratique de dire non seulement on perd un ennemi, c'était quand même commode d'avoir le RN comme ennemi, c'était pratique, c'était génial, on pouvait tirer à boulet rouge, mais en plus on va être obligé de se fâcher ou de critiquer les gens avec lesquels on s'est accoquiné pour des raisons électoralistes. Après, désormais, certains dirigeants, notamment au Parti socialiste, disent si accord, si candidature commune, ok avec les acteurs de la gauche, hors LFI, qui est à chaque fois sorti. Ils sont pas nombreux. Ils sont peu nombreux, en effet. Moi, j'ai salué ceux qui ont fait ça d'entrée de jeu, Cazeneuve, je crois, Manuel Valls, évidemment. Voilà. Olivier Faure, désormais aussi, le dit. Il a tortillé, Mais il a tortillé quelques mois, en effet, avant de faire cette clarification. Tout ça. Puis on s'abstient aussi sur Boualem Sansal, donc on veut choquer personne. Voilà. On reste bien à gauche. Voilà. Il faut surtout pas risquer de froisser Mélenchon. Ce serait vraiment fâcheux. Voilà, donc moi j'ai regardé les déclarations, à part le CRIF évidemment, mais qui est très engagé à gauche depuis toujours, mais on devrait s'en réjouir. Même chose, je vais dire une chose peut-être qui va choquer aussi la gauche, mais Sébastien Chenu, qui est quand même le numéro 2 du Rassemblement National, en tout cas un porte-parole important du Rassemblement National, il est le patron de Guélib, mais les premiers à être tués, massacrés par Hitler dès qu'il arrive au pouvoir, c'est les homosexuels. Voilà. Donc réjouissons-nous que ce parti Rassemblement National, que je critique par ailleurs sur le plan économique, je ne cesse de le faire, soit rentré dans le cercle de la raison sur ces deux sujets majeurs de l'extrême droite des années 30. Vous évoquiez d'ailleurs le CRIF, c'est vrai que c'est intéressant, parce que effectivement, l'organisation a vivement réagi, en désaccord quant à cette venue, une invitation qui n'engage pas Israël, les institutions juives de France, explique-t-elle, cette invitation est le fait d'Israël qui fait ses propres choix politiques. Entre les lignes, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a des alliances, notamment avec l'extrême droite en Israël. C'est aussi ce qui a été dénoncé par certains. Est-ce que c'est des arguments que vous pouvez entendre ? Non, je ne peux pas les entendre parce qu'il y a deux questions. Il y a droite-gauche et puis il y a antisémite ou pas antisémite. C'est pas la même chose. Or, quand on critique Netanyahou, je suis le premier à le faire. Je pense que Netanyahou, j'écoutais Elie Barnavi l'autre jour, pour qui j'ai le plus grand respect. Je rappelle qu'il a été, d'abord c'est un très grand historien, d'abord et avant tout, mais aussi il a été l'ambassadeur d'Israël en France. Elie Barnavi disait, Netanyahou ne veut pas de deux États. Netanyahou est sur la même ligne que le Hamas. Il y a un seul État. Alors évidemment, c'est pas le même État, Hamas et Israël, mais c'est un seul État. Et Netanyahou est en train de faire une réforme de la justice, en train d'installer une véritable dictature en Israël, avec un risque de guerre civile. C'est exactement ce qu'il disait. Et il dit qu'il a une très grande responsabilité dans les événements du 7 octobre. Voilà. Bon. Peut-être pour avoir négligé aussi certaines alertes. Voilà. Alors il y a des gens qui pensent que c'est pire que ça, mais peu importe. Je veux pas être paranoïaque et rentrer dans des thèses complotistes. En tout cas, je pense que Israël est une démocratie. Il y a des démocrates comme Elie Barnavi qui critiquent radicalement Netanyahou, et je comprends ça très bien. Et donc qu'on dise Netanyahou invite des gens d'extrême droite comme lui, etc. Bon, c'est un argument que je peux parfaitement entendre, mais c'est pas le problème. On peut pas considérer que même Netanyahou, qui en effet est d'extrême droite, on peut pas considérer que c'est un antisémite.
On ne peut C'est pas absurde, le considérer. Évidemment. Mais... On peut le considérer comme un fasciste, mais pas comme un antisémite. C'est pas la même chose, voyez. Donc je dirais que l'extrême droite israélienne est fasciste. Évidemment qu'elle est fasciste. Ils le disent. Il y a un ministre qui a dit je me définis comme un fasciste homophobe. C'est pour ça que j'ai parlé de l'homosexualité tout à l'heure. Je me définis comme un fasciste homophobe. C'est un des ministres les plus importants de l'extrême droite. J'oublie son nom parce qu'il me sort de la tête. Mais voilà. Donc je comprends qu'on puisse critiquer encore une fois ce gouvernement qui en effet est en partie un gouvernement très très d'extrême droite et en effet à certains égards fasciste, mais c'est pas la question. On peut pas pour autant accuser Netanyahou d'être un antisémite, c'est absurde. Parce que vous n'êtes pas assez en contact chaque semaine avec lui. J'aimerais vous citer un certain Danny Cohn-Bendit que vous connaissez très bien. Vous le voyez pas assez. C'est bien, je suis content, je vais pouvoir dire ce que je pense. Alors je le cite. Mais il le dit, une partie du gouvernement israélien fête chaque année l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et donc ce sont des fascistes et ils reçoivent des fascistes. Bah oui, voilà ce qu'il pointe. Que Jordan Bardella se sente bien là-bas, ça ne m'étonne pas. Non, mais je suis désolé, mais c'est une lecture erronée. Que l'extrême droite israélienne soit fasciste, il peut dire ça parce que c'est pas faux. Voilà ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, on peut vraiment discuter. Voilà. Et il y a encore une fois un ministre lui-même, un des plus importants, qui se définit comme fasciste homophobe. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et il disait ça pas en plaisantant. Je pourrais vous retrouver son nom en 3 secondes. Il suffit de chercher. Voilà. Donc que Danny dise ça sur l'extrême droite israélienne est tout à fait défendable. Sur Bardella, c'est complètement ridicule, c'est absurde. Voilà, c'est idiot. Voilà, c'est la vieille gauche qui continue à ratiociniser les mêmes, à radoter les mêmes âneries depuis 1968, c'est tout. Parce qu'il faut absolument garder l'ennemi. Vous voyez, c'est ça. On peut pas faire autrement. Il faut garder l'ennemi, sinon, mais ça va s'effondrer. Ouais, précision. Ezalel Smotrich, ce fameux. Merci. Voilà, c'est gentil à vous. Il a un nom qui mais compliqué à prononcer. Et juste pour terminer ce point, on est revenu notamment à l'occasion de ces législatives anticipées sur ces candidats au RN qui posaient aussi question. Parce que l'antisémitisme n'a pas non plus disparu des rangs du parti de Marine Le Pen. Il y a ces candidats qu'on a vus avec des casquettes oui, alors c'était une blague débile, mais bon, c'était une blague débile. Elle l'a exclu d'ailleurs. Elle l'a exclu. Et elle a viré le directeur de campagne celui qui était chargé des investitures. Absolument. Donc, c'est pas rien. Il y a eu un grand ménage et on parlait de brebis galeuses. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce parti, ou en tout cas ses partisans, ces 11 millions d'électeurs aussi qui ont voté pour elle, ce sont tous non, mais il y a plein d'antisémites en France. Attendez, de ce mal. Mais il y a de l'antisémitisme en France, simplement. Tous les Français juifs, ou en tout cas 92% d'entre eux, si je continue à citer ce sondage, ont compris que le vrai danger venait de l'islamisme. Vous avez une étude de quelqu'un que vous recevez très souvent ici, qui est mon ancien élève, Dominique Régnier. Absolument. Bon, président de la Fondapol. Voilà, Fondapol. Il y a une magnifique enquête de Fondapol, qui est une enquête internationale sur, je crois, 7 ou 8 pays d'Europe. Je l'ai chez moi à la maison, je l'ai regardé de très près, et il en conclut, 90% des actes antisémites sont commis aujourd'hui par des islamistes, pas par des vieilles dames catholiques, voilà, et pas non plus par des hitlériens, il n'y en a plus. Pardon de ce que j'ai dit sur Danny, il serait là, je dirais la même chose. Je dis c'est une connerie, c'est tout, mais s'il était là, je dirais pareil. D'ailleurs, je manque pas l'occasion de le lui dire. Et vos débats affectueusement, mais je le lui dis quand même. Voilà. En sont la preuve absolue. Luc, à cette heure de cette émission et de cette conversation, venons-en à Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est un scandale, oui. Et ce réquisitoire qui est tombé cette semaine. Alors évidemment, ce procès n'est pas terminé. On ne connaît heureusement, vous dites-vous. On connaîtra sa peine dans plusieurs semaines, plusieurs mois, sans doute. J'aimerais qu'on écoute son avocat parce que le réquisitoire du parquet était lourd, très lourd. Écoutons l'avocat de Nicolas Sarkozy et on débat ensuite de cette question aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on en parle un peu. Les juges font-ils ou pas de la politique ? Ah oui, ça oui. On écoute l'avocat de Nicolas Sarkozy. On a entendu des peines complètement hors sol, sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, comme si on n'avait pas eu 3 mois d'audience, comme si le parquet n'avait pas reculé à de nombreuses reprises sur différents points. Ceux qui ont participé ou assisté à l'audience les ont en tête. Et en dépit de tout ça, et comme le disait Jean-Michel Darrois, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Et on a encore quelques semaines de plaidoirie avec nos confrères et pour notamment Nicolas Sarkozy, démontrer que ces réquisitions, même si elles sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux.
Voilà, l'avocat de Nicolas Sarkozy, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui a vivement réagi, notamment sur son compte Twitter avec ce communiqué et ces mots. Regardez, je veux enfin dire avec force que celui qui est victime de l'injustice est moins à plaindre que celui qui la commet. Le premier défend la vérité, le second la bafoue. Luc, ouais, Socrate. La neutralité des juges en question aujourd'hui, la question se pose. Je suis désolé, je n'y crois pas, parce que évidemment qu'il y a des juges magnifiques, très intelligents. Moi, j'étais dans la commission de réforme du statut du parquet, donc pendant 1 an, j'ai siégé à côté de magistrats, j'ai rencontré des gens extraordinaires, extraordinairement intelligents, avec une objectif. Mais le problème, c'est que j'étais sur le mur des cons, avec Sarkozy d'ailleurs. Oui, aussi avec vous et d'autres. Avec Bernard Kouchner, avec Jacques Attali, enfin il y avait de quoi choisir. Bon, mais au fond, Brice Hortefeux, l'homme de Vichy, etc. Bon, enfin, tous ceux qui avaient défendu la droite, pourquoi il était là, Kouchner, par exemple? C'est pas qu'il est con, c'est parce qu'il avait soutenu Sarkozy. Voilà. Donc, et a été son ministre. Il a été son ministre après. Et donc, on était tous là sur le mur des cons, et 33% au CSM, aux élections donc du Conseil de la magistrature, 33% le syndicat de la magistrature fait 33% des voix. Bon, donc je ne sais pas si j'ai affaire un jour à la justice. Vous savez, il suffit que je dise un mot de travers dans votre émission et j'aurai un procès. Bon, je peux très bien affaire à la justice, ça peut très bien arriver. Il suffit de dire un mot qui plaise pas à telle ou telle communauté et puis vous avez un procès. Bon, mais si je tombe sur un type qui m'a foutu sur le mur des cons, comment voulez-vous que j'ai confiance? Et Nicolas Sarkozy était sur le mur des cons. Donc première chose, donc du coup, par qui est-il jugé? Le parquet national financier est une juridiction d'exception. Je vais vous dire qui, objectivement, je dis bien objectivement, pas de malentendu, a fait la campagne d'Emmanuel Macron en s'auto-saisissant. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la République. Pour Boulay-Fillon. Voilà. Donc, c'est dingue quand même ce qui s'est passé. Et de cette affaire d'emploi fictif lors de la... Voilà. Alors que, franchement, c'est notamment un truc complètement capillotracté. Bon. Et je continue, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, comment voulez-vous qu'on ait confiance? Et le discours j'ai regardé quand même d'assez près, j'ai des amis magistrats. Écoutez Georges Fenech, par exemple, qui dit, mais il y a 0 preuve dans ce dossier. Il n'y a pas une preuve. Or, Georges Fenech n'est pas un clown, c'est pas un type qui parle comme ça au hasard. Bon. Il n'a jamais, en effet, été retrouvé la trace de ces millions sur du coup, les comptes en banque. Qu'est-ce qui remplace les preuves dans le réquisitoire du magistrat du PFN, du parquet national financier? C'est un discours moralisateur. Il n'y a que de la morale. Un pacte faustien de corruption. Mais de quoi il parle? C'est la morale qui remplace le droit. C'est ça qui est très inquiétant, c'est que la morale est en train de remplacer le droit. Or, le rôle des magistrats n'est pas de faire des leçons de morale, c'est d'appliquer le droit et de trouver des preuves. Bon, et outrance absolue de la peine. Souvenez-vous, Bertrand Cantat, il s'appelle ce garçon. Bon, il a massacré littéralement sa compagne, Marie Trintignant. Les parents ne s'en sont jamais remis. Enfin, imaginez que si ça m'arrive. Bon, il a été condamné à 8 ans de prison ferme. Il en a fait combien? La moitié. Bon, on condamne Sarkozy, mais même si ce qu'on lui reprochait était vrai, le condamner comme s'il était un meurtrier. Bon, enfin, c'est délirant. Parce que 7 ans ont été requis. 7 ans requis de prison ferme. Mais même si c'était entièrement vrai, très probablement faux. Moi, j'ai tout à fait confiance en Sarkozy là-dessus. Mais imaginons, j'ai pas le dossier, donc je me prononce pas. J'ai confiance en lui. Ça veut pas dire qu'il dit la vérité. Confiance, ça veut dire que j'ai foi en lui, cum fides. Mais bon. Imaginons que ce qu'on lui reproche soit vrai, de toute façon, 7 ans ferme, c'est complètement grotesque. C'est ce qu'on donne à un meurtrier, à un violeur d'enfants. Voilà, c'est ridicule. Bon, outrance. Et en plus, l'avocat Darbois, son autre avocat, il dit, mais c'est un tissu de mensonges. Écoutez, franchement, et je termine avec ça, on ridiculise la France dans le monde entier. Voilà, il faut quand même faire attention quand on est magistrat. On n'est pas là pour faire de la morale, on est là pour apporter des preuves. Et si on n'a pas de preuves, on peut pas comme ça jeter en pâture au monde entier, parce que ça ridiculise la France dans le monde entier, cette affaire. D'un ancien président, quand même. Déjà sous bracelet électronique également. Déjà sous bracelet. Écoutez, il faut quand même faire attention. Voilà, l'image qu'on donne. Voilà, tous les pays qui détestent la France, qui disent les Français ils sont arrogants, etc., qui détestent ça. Écoutez, franchement, on leur donne ça à manger.
Bon, franchement, on aimerait qu'il y ait des vraies preuves, voilà, qu'on soit certain qu'il y ait des preuves. Moi, c'est ça que je demande. S'il y a des vraies preuves, d'accord, qu'ils soient condamnés. Mais pour l'instant, apparemment, ce que me disent un certain nombre de magistrats qui ont regardé le droit, il n'y a pas de preuves. D'où le fait que la morale remplace le droit. Vous voyez ? Et c'est ça qui est très inquiétant. Un pays, une démocratie comme la nôtre, qui n'a pas confiance en sa justice. Ah ben moi j'ai plus confiance. Vous n'avez plus confiance. Mais depuis que je suis sur le mur des camps, j'ai plus confiance. Ouais. C'est un pays qui va très mal. C'est un pays qui regardez, ne peut pas fonctionner. Et souvenez-vous de l'affaire Outreau. Oui. Voilà. Et donc moi je n'ai plus confiance. Je dis pas dans les magistrats. Encore une fois, il y a des magistrats qui sont extraordinaires, qui sont des gens parce que la discipline juridique c'est aussi une formation intellectuelle extraordinaire. Donc moi les grands magistrats que j'ai eu la chance de côtoyer, sont des gens merveilleux en qui j'ai intégralement confiance. Simplement je sais pas sur qui je tombe, c'est pas marqué dessus. Le mec qui m'a punaisé sur le mur des cons à l'entrée du syndicat, du local du syndicat de la magistrature, et tous ses collègues qui passent devant en rigolant, comment voulez-vous que j'ai confiance en eux ? Je sais pas sur qui je vais tomber. C'est pas marqué dessus. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, il était sur le mur des cons, avec tous ceux qui l'ont soutenu. Enfin, en gros, il y avait toute la droite, quoi. Voilà, c'était vraiment, on ne pouvait pas se tromper, quoi. Guillaume Tabar, que vous connaissez bien, au Figaro, Chronique, pose cette question, en effet, et le dit. Lorsque le procureur parle de la soif du pouvoir, de la cupidité, de la quête effrénée et de l'ambition dévorante de Nicolas Sarkozy, fait-il du droit ou exprime-t-il son mépris pour le président prévenu ? Non, il fait de la morale, de la moraline, comme dit Nietzsche. Nietzsche avait forgé l'expression moraline, comme on dit aspirine ou comme on dit morphine. C'est pour dire que c'est une espèce de drogue, voilà. Et donc, ça vous fait passer pour un type bien. Vous êtes formidable parce que vous êtes... Alors, évidemment, j'entendais des gens de gauche sur France Info dire « Ah, mais au moins, c'est formidable parce que ça montre que même un président de la République n'est pas... au-dessus des lois. » Des justiciables comme les autres. Je vous coupe. Écoutons justement une sénatrice mais il est en dessous, là. Il est en dessous. Écologiste, sénatrice écologiste, qui, je pense, va vous remettre de bonne humeur. Madame Vogel, à propos de Nicolas Sarkozy. La Constitution de la Ve République, elle a été décidée démocratiquement. Elle est parfois changée démocratiquement. Les lois qui doivent la respecter sont adoptée démocratiquement, y compris la loi qui s'appliquerait en l'occurrence à Nicolas Sarkozy et à Marine Le Pen s'ils étaient définitivement condamnés. Et c'est la justice indépendante qui tranche. Les politiques sont des justiciables comme les autres et doivent respecter les décisions de justice comme les autres, et que les juges doivent, de manière indépendante, juger les politiques comme ils jugent tous les autres citoyens. Ah oui, de manière indépendante, des justiciables comme les autres. S'il était injusticiable comme les autres, jamais aucun procureur. Là, encore une fois, c'est une juridiction d'exception. Beaucoup de juristes disent, mais il faut supprimer cette juridiction d'exception. Le parquet national financier. Mais s'il était injusticiable comme les autres, on n'aurait jamais requis 7 ans de prison ferme. C'est ridicule. Quand Darbois, le maître Darbois dit c'est outrancier, il a raison. Enfin, encore une fois, je citais Cantat parce que voilà, il faut prendre des comparaisons. Je ne sais pas quelle a été la condamnation de Palmade, par exemple, mais oui, voilà. Il faudrait qu'on la précise. Mais je suis sûr que ça doit être moins que Sarkozy. Enfin, écoutez, là, c'est la condamnation, c'est ce qu'on fait à un violeur ou à quelqu'un qui est un meurtrier, voilà. Donc ça n'a pas de sens. En plus, ce que dit cette dame est parfaitement discutable, pour ne pas dire plus. Franchement, c'est grotesque, même à mes yeux. On n'est plus en démocratie aujourd'hui. On peut penser ce qu'on veut de la décision d'Emmanuel Macron de mettre 2 milliards encore sur l'armée ukrainienne. Bon, vous avez reçu des gens tout à l'heure qui sont ravis, qui trouvent ça formidable, moi pas, peu importe. Mais que ce soit un homme seul qui prenne cette décision sans passer par le Parlement, c'est-à-dire sans passer par le peuple ou la représentation du peuple, c'est délirant. On n'est plus en démocratie. Voilà, ça veut dire qu'un homme seul à l'Élysée peut prendre ce type de décision sans demander à personne. Voilà, même chose. On va avoir une décision sur l'énergie renouvelable qui va être prise par décret, alors que ça va. J'entendais Monsieur Gallois, Louis Gallois, dire ça va coûter 135 milliards à la France à terme, et ça ne passe pas devant le Parlement. Absolument, et certains, c'est dingue. Notamment le Rassemblement National. Donc je suis désolé, pour une écologiste qui se veut de gauche, elle devrait dire mais attends, on n'est plus en démocratie. Quoi qu'on pense, encore une fois, on peut être d'accord avec les 2 milliards mis sur l'armée ukrainienne. Moi je pense que c'est grotesque aujourd'hui, que c'est la dernière chose à faire, mais peu importe. On peut être en désaccord avec moi, on peut être d'accord avec moi, peu importe. Mais que ce soit un homme seul qui décide ça sans passer par le Parlement, je dis qu'on n'est plus en démocratie.
Précision juste, Luc. On me dit dans l'oreillette, Pierre Palmade a été condamné à 5 ans de prison, voilà. 2 ans ferme. Voilà, 2 ans ferme, et Sarko, c'est 7 ans ferme. Alors que Palmade a foutu la vie en l'air de famille entière, tout ça parce qu'il se droguait et qu'il conduisait quand même, et qu'il avait passé 48 heures sans dormir à faire du chemsex. Non, ça, c'est 2 ans ferme. Oh, bah, ça, c'est bien. Non, mais écoutez, on se fout du monde. Je suis désolé, mais comment voulez-vous que les Français aient confiance dans leur justice dans ce cas-là ? 7 ans ferme pour Sarkozy, et quelqu'un qui... j'ai pas dit un assassin, un meurtrier. C'est un meurtrier. Bon, franchement, parce qu'il y a eu... Alors, on n'a pas tenu meurtrier parce que le bébé, le fœtus avait, je sais pas, moins de 6 mois, etc. Bon, mais c'est quand même... Cette dame, elle voulait le garder, son bébé. Bon, et donc... Voilà, lui, il a 2 ans ferme, et Sarkozy, il a 7 ans ferme. Enfin, il les a pas, puisque c'est réquisitoire. Mais vous voyez qu'on nage en plein délire. Voilà. Et oui, donc, moi, je dis là-dessus, voilà, vous savez, je suis d'autant plus tranquille à le dire que j'ai pas toujours voté pour lui, hein. Donc, il le sait. On sait que ça a été l'objet de désaccords avec lui en 2012. J'ai fait la une du Parisien à l'époque, avec le bilan de Sarkozy est nul. Bon, ce qui n'était pas vrai. Ils avaient gardé cette phrase. Bon, c'était méchant, mais bon, c'est pas exact. Vos relations se sont apaisées. Les juges font-ils de la politique ou feront-ils de la politique ? J'aimerais qu'on parle. Ils en font beaucoup, oui. Beaucoup. Et aussi le Conseil constitutionnel. Absolument. Et ce qui se passera lundi, notamment pour Marine Le Pen. On évoquera et on discutera aussi ensemble de cette lettre envoyée par l'administration Trump à des grandes entreprises françaises. Oui, c'est amusant. Une espèce de chantage, on verra et on analysera ça avec vous. Restez avec nous dans l'heure de Ferry. Quand j'aurai l'occasion. Retour dans l'heure de Ferry, toujours avec Luc Ferry. On évoquait le procès Nicolas Sarkozy, ce réquisitoire très sévère cette semaine, et un jugement qui sera rendu vraisemblablement dans plusieurs mois. Et cette question, les juges font-ils de la politique ? Cette neutralité en question. Intéressons-nous désormais à ce qui attend Marine Le Pen lundi. Ce jugement qui sera rendu, elle le dit, je n'y pense pas du tout. La peur n'écarte pas le danger. Je ne vois pas l'intérêt de supputer à l'avance. Mais ce qui est en jeu, effectivement, c'est la question d'une possible inéligibilité, parce qu'il y a possiblement une exécution provisoire qui l'empêcherait de se présenter en 2027. Qu'aurait, selon vous, comme implication une telle décision si elle était prononcée lundi ? Je crois que ce serait un séisme politique, bon, pas seulement juridique, mais politique, voilà. Et donc, neutralité des juges, encore une fois, soyons très clairs, moi je n'incrimine pas les juges globalement. Voilà, simplement je dis, il y a au Conseil supérieur de la magistrature, il y a 33% de votes qui s'expriment en faveur du syndicat de la magistrature, qui est quand même à l'extrême gauche, voilà, c'est tout. Bon, et moi, si je tombe sur le type qui m'a mis sur le mur des cons, j'ai aucune confiance, et je peux pas l'avoir. Vous seriez à ma place, vous diriez la même chose, c'est évident. Bon, je ne peux pas avoir confiance dans le mec qui me punaise sur le mur des cons. Voilà. Je suis peut-être très con, mais néanmoins, il faut être objectif quand on est magistrat. Et donc, voilà, c'est... Le doute peut s'immiscer. Voilà, le doute peut s'immiscer, qu'il y ait une politisation, voilà, je dirais pas politisation seulement, il y a un moralisme qui envahit tout le débat public, parce que vous voyez bien qu'aussi pour les intellectuels, il n'y a pas que les politiques qui sont en cause. Moi, tous mes collègues philosophes, enfin, ou sociologues, ou écrivains, etc., que ce soit, bon, que ce soit Houellebecq, que ce soit, je vais pas les citer parce qu'ils sont pas là, mais bon, Houellebecq, on peut le citer parce que le procès était retentissant. Ils ont tous eu affaire à la justice. Tous, voilà. Dès qu'on parle dans le poste, ça y est. Et c'est cette moralisation du droit qui m'inquiète énormément, parce qu'on demande aux juristes de faire du droit et pas de la morale, voilà. Et donc, en effet, est-ce que vous citiez l'article de Guillaume Tabar sur Sarkozy, sur le réquisitoire contre Sarkozy, constamment les mots qui reviennent sont des mots de moraline, voilà. Donc, cette espèce de drogue à la morale pour montrer qu'on est un type formidable et épatant. Bon, si Marine Le Pen n'était pas éligible, ça veut dire que le parti qui représente pratiquement 40% des électeurs ne serait pas représenté. Déjà, le PNF a empêché Fillon d'être élu. Il a fait objectivement la campagne de Macron, autosaisine pendant la campagne électorale, mais on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la République. Bon, si on continue comme ça veut dire que c'est autant mettre des magistrats à l'Élysée et puis à Matignon. Et laisser là, peut-être, les électeurs choisir. Ces 11 millions d'électeurs qui se sont prononcés pour son parti. Exactement. Et peut-être ne pas voter pour elle si... Mais qu'on la condamne si elle doit être condamnée. C'est la même chose pour Nicolas Sarkozy. S'il doit être condamné, qu'il soit condamné. Mais pas l'inéligibilité
oh là là, vous avez compris. Très dur à dire. Inéligibilité. Ouais. Merci, vous êtes gentil. Mon pauvre cerveau. Mais en effet, ce serait un coup de tonnerre politique. On serait, je sais pas, enfin, c'est pas la guerre civile, mais ce serait, en tout cas, un séisme politique tel que, à mon avis, il y aurait des violences, où il y aurait des risques de voir de plus en plus, en tout cas, ce qui est sûr, contester. Toute élection après sera contestée. Toute élection présidentielle après, quel que soit l'élu, il sera contesté en disant mais de toute façon vous êtes élu parce qu'elle n'a pas pu se présenter, voilà. Et donc il est évident que ça rendrait ça délégitimerait totalement la vie politique française, voilà. Parce que si Édouard Philippe est élu ou si Retailleau est élu ou qui vous voudrez d'autres, de toute façon il sera élu face à lui-même, si je puis dire, mais sans le principal candidat. Donc avec un jeu faussé, dites-vous, en fait, entre les lignes. 40% de l'électorat, c'est pas rien. Oui. Quoi qu'on en pense, encore une fois, c'est pas le problème, mais c'est pas aux juges de décider de la vie politique française. Et voyez bien qu'on est dans un système politique qui est complètement à bout de course, quoi. Voilà, cette 5e République, elle est morte. Et ça, vous le dites régulièrement pour être tout à fait complet. Elle le dit dans le Figaro. Si ma culpabilité est prononcée, j'utiliserai l'état de droit pour pouvoir défendre à nouveau mon innocence. Sauf que si l'exécution provisoire il y a... provisoire. Ce sera difficilement... ce n'est pas suspensif. Donc non, puis c'est à titre préventif. On dit provisoire, c'est pas provisoire, c'est à titre préventif. Je sais que c'est le mot du droit, mais c'est à titre préventif. Bon, c'est pour et en plus, c'est un scandale, cette affaire, parce que ça veut dire que l'appel n'est plus suspensif. Autrement dit, l'appel ne sert quasiment plus à rien. Voilà, c'est donc c'est évidemment... pointe du doigt de nombreux spécialistes de la question, effectivement. Mais pour un juriste, je dirais, normal, objectif, neutre, c'est absolument scandaleux. Luc, à présent, parlons d'un certain Donald Trump qui refait encore une fois sur de très nombreux sujets parler de lui. Il est très présent, ce garçon. Il est très présent, en effet. Il sait faire parler de lui. Arrêtons-nous sur un document. C'est procuré nos confrères des Échos, notamment. L'ambassade américaine à Paris intime des groupes tricolores, français donc, de s'engager par contrat, c'est très documenté, à cesser leur politique de lutte contre les discriminations s'ils veulent continuer à travailler avec le gouvernement. Avec des extraits de cette lettre que les Échos s'est procuré, le contractant ou l'offrant potentiel certifie qu'il ne met pas en œuvre des programmes de promotion de la diversité, de l'équité, de l'inclusion qui enfreignent les lois fédérales anti-discrimination applicables aux États-Unis. C'est une lettre et vous devez rentrer avec des petites croix pour souscrire à ces conditions-là. D'abord, votre première réaction quand vous voyez ce type de courrier, on évoquera la réaction de Bercy et du gouvernement français. Je trouvais là ce que Trump a 100% raison. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors on peut dire il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, c'est un scandale, sauf qu'il travaille avec ses entreprises. Mais je suis désolé de dire qu'il a hélas raison, parce que moi j'ai participé à un livre qui est un livre collectif qui a été dirigé par Elisabeth Badinter contre la discrimination positive. Donc je peux pas être pour aujourd'hui. C'est pas parce que Trump est contre qu'il faut que je dise Trump a tort. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que la discrimination positive ? Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que c'est. J'ai été professeur pendant, je sais pas combien de décennies. Bon. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en tant que professeur, j'allais faire varier la note à un examen ? De toute façon, j'ai toujours été très gentil aux examens, mais peu importe, que j'allais faire varier la note en fonction de la couleur de peau de l'étudiant qui est en face de moi. S'il est noir, je lui mets 3 points de plus. Attends, et s'il est blanc, je mets 3 points de moins. Et si c'est une femme, je mets 3 points de plus. Et si c'est un garçon, je mets 3 points de moins. Évidemment pas. C'est ça la discrimination positive. C'est ce qui a été pratiqué aux États-Unis pendant des décennies. Ils sont en train d'en revenir. Alors maintenant, ce que, évidemment, on peut dire, c'est que Trump se mêle de ce qui ne le regarde pas. Mais pour travailler beaucoup avec et très souvent avec des entreprises, moi je vous dis quand même la chose suivante, ce que je vois c'est une espèce de basculement des jeunes entreprises en particulier vers Sciences Po Paris, quoi. On devient complètement wokiste. La discrimination ça vous l'avez observé s'opérer vraiment dans un temps absolument, on fait de la discrimination positive dans les entreprises comme à Sciences Po maintenant. Et donc moi je suis pas pour ça. Si vous voulez, il y a eu un débat, et d'ailleurs on a publié ça ensemble, il y a eu un débat très intéressant qu'on a publié à la documentation française, donc personne ne lira jamais ça, mais il y a eu une opposition à l'époque, souvenez-vous, entre Richard Descoings, vous savez qui c'était, le patron de Sciences Po, à fond pour la discrimination positive, on était déjà dans le wokisme à mort, et puis de l'autre côté, il y avait Pierre Tapie, qui était le patron de l'ESSEC. Et Pierre Tapie, pour qui j'ai la plus grande estime, était contre la discrimination positive. C'est-à-dire, on donne pas plus de points parce que vous êtes noir, ou moins de points parce que vous êtes blanc, ou plus de points parce que vous êtes une femme. Non, tout le monde est à égalité dans les concours. Mais
Mais ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui viennent de plus loin. Tout le monde ne vient pas de parents bourgeois et du 6e arrondissement de Paris. L'égalité des chances n'est pas forcément la même. Au rendez-vous. Oui. Qu'avait fait Pierre Tapie pour lutter contre les inégalités de destin, d'héritage ? Voilà. Eh bien, il avait mis en place un programme d'aide à tous les gamins qui viennent des banlieues, qui viennent des quartiers, à partir de la classe de seconde. On les prenait, donc c'est des anciens élèves ou d'anciens professeurs qui s'en occupaient, on les prenait, on leur disait, voilà, si vous voulez un jour rentrer à l'ESSEC, vous voulez rentrer à HEC, vous voulez rentrer à Sciences Po, on vous prend dans une classe à partir de la seconde. Parce qu'on voit que vous avez du talent, les professeurs disent que vous avez vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'aller plus loin, on va vous aider à réussir les concours, mais on va pas baisser le niveau. On va pas abaisser la barrière. Oui, parce que certains de ces élèves ne pensent même pas à postuler à ce diplôme de concours. Exactement. Et d'ailleurs, le programme... ce n'est pas pour eux. Ce que vous dites est vraiment... Pardon, j'allais dire, ce que vous dites est génial, parce que le programme s'appelait justement « C'est aussi pour vous ». Vous voyez, c'était génial comme formulation. C'est aussi pour que vous ayez l'idée que c'est aussi pour vous. Mais ça, c'est formidable de faire ça. Mais c'est pas baisser le niveau. Voilà. La réforme de l'éducation que Bayrou et Borne sont en train de mettre en place, enfin, monsieur Bayrou et madame Borne sont en train de mettre en place, c'est un désastre absolu. On va passer les concours de recrutement des profs à L3, à la fin L3, licence 3. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on va baisser le niveau scientifique de nos professeurs et qu'on va augmenter le pseudo-niveau pédagogique. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vous dites, il faut que ce parcours se fasse. Mais bien sûr. Si vous voulez, quand vous êtes professeur des écoles, institutrice, instituteur, vous avez d'abord, quand même, malgré tout, vous n'avez pas un cours de maths d'un niveau d'agrégation, ni de biologie, ni d'histoire, malgré tout, c'est quand même mais vous êtes tout terrain, c'est ça, j'ai une immense admiration pour les profs des écoles, parce qu'ils sont tout terrain, c'est une très grande culture générale, il faut être capable de faire le cours d'histoire en CM2, c'est pas évident, le cours de maths, le cours de biologie, etc. Mais quand vous êtes au collège ou au lycée, vous avez besoin d'avoir une vraie culture scientifique, je dis, dans votre discipline, d'être vraiment historien, d'être vraiment mathématicien, etc. Voilà. Donc là, on va baisser le niveau scientifique, donc on aura une catastrophe qui est programmée à 10 ans. Voilà. C'est dramatique. Hein. Sur ce courrier, précisément, juste, là, en France, on pratique finalement assez peu la discrimination positive. Bien moins qu'aux États-Unis. Mais vous disiez... Ah oui, c'est une catastrophe aux États-Unis. Qu'ils se mêlent un peu de leurs affaires. Il y a une forme d'ingérence aussi. Oui, sauf que c'est des entreprises avec lesquelles ils travaillent. De démarche. C'est pas des entreprises avec lesquelles ils travaillent pas. Donc mais ça reste des groupes français. C'est ça aussi qu'on peut opposer. S'ils veulent travailler avec les États-Unis, c'est à eux de voir s'ils font un bras de fer avec les États-Unis ou pas. Moi, c'est pas mon problème, c'est le leur. Voilà. Est-ce qu'ils se couchent devant Trump ou est-ce qu'ils se couchent pas? C'est à eux de voir. C'est pas le problème. Mais sur le fond de l'affaire, moi je vois une dérive du libéralisme français, une dérive des entreprises françaises vers ce que je dis Sciences Po, c'était vers le wokisme, la discrimination positive, etc. Voilà. Et je pense que c'est quand même fascinant que ce soit un vieux président américain que tout le monde déteste qui nous donne une leçon de républicanisme français. Voilà, d'universalisme français. Parce que la discrimination positive, on transforme le droit à la différence en différence des droits. C'est-à-dire qu'on réinstaure les privilèges contre lesquels la Révolution française s'est battue. C'est la fin de l'abolition des privilèges. Donc si vous êtes noir, vous avez des privilèges, vous avez 3 points de plus. Si vous êtes une femme, vous avez 5 points de plus. Si vous êtes jaune, vous avez peut-être 1 point de plus. Non, mais écoutez, c'est délirant. Alors, les États-Unis sont en train de revenir de cette discrimination positive, et nous, on est en train de rentrer dedans. Voilà. Des leçons de républicanisme, du président américain. Écoutez, c'est dingue que ce soit lui qui nous administre une leçon de républicanisme universaliste français. On m'avait proposé d'être professeur aux États-Unis, à Princeton. On m'a envoyé les formulaires d'application, il fallait quand même que je remplisse des papiers, puis je l'ai pas fait, Mais c'était marqué, est-ce que vous appartenez, c'est devenu 1000 fois pire, est-ce que vous appartenez à une minorité surreprésentée ou sous-représentée? Ça faisait partie du questionnaire. Oui, bien sûr. Overrepresented ou underrepresented minority. Mais c'est dingue. Alors, je demande à mon copain qui voulait que je vienne, qui était professeur à Princeton, qui voulait que je vienne là, et il me dit, mais minorité surreprésentée, c'est qui? C'est les jaunes. Il me dit comme ça. C'est les Asiatiques. C'est les Asiatiques. Voilà. Parce qu'ils passent devant tout le monde. Et les sous-représentés, il me dit, c'est les Noirs, évidemment. Mais écoutez, vous voulez qu'on rentre dans un monde comme celui-là?
enfin, aux yeux du vieux républicain universaliste, héritier des Lumières françaises et de la Révolution française, c'est l'horreur. Oui, la réponse est non. L'entourage du ministre de l'économie le dit, cette pratique reflète des valeurs du nouveau gouvernement américain, ce ne sont pas les nôtres. Il se trompe de A jusqu'à Z, c'est exactement les nôtres. Voilà, c'est exactement nos valeurs. Mais c'est qui le type qui a dit ça? C'est l'entourage du ministre de l'économie, Éric Lombard. C'est pas étonnant, il est de gauche. Ouais, c'est ça. Donc c'est normal. Comme il est de gauche, il est pour la discrimination positive. Aujourd'hui, ça va avec. Mais la réplique de la France doit-elle exister? Une réponse doit exister aussi, néanmoins, qu'on évoquait une forme d'ingérence. Moi, je me mêle pas de ça, je suis pas patron d'entreprise, je dis c'est aux chefs d'entreprise de voir au coup par coup ce qu'ils veulent faire avec cette ingérence. Je ne nie pas qu'il y ait ingérence, je dis simplement que le propos de cette ingérence est le bon, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, j'aimerais que ce soit le contraire. J'aime pas Trump, il est pas sympathique cet homme, il est délirant, il est narcissique, il est pervers, il est menteur, tout ce que vous voulez. Je n'aime pas ce bonhomme, personne ne l'aime d'ailleurs. Mais je suis désolé, sur le fond, je peux pas m'en prendre à quelqu'un qui critique la discrimination positive alors que je la critique depuis 50 ans. Et que j'ai même écrit un livre avec mes amis du Conseil d'analyse de la société contre la discrimination positive. Voilà. Et donc et c'est dans ce livre d'ailleurs qu'il y a le débat entre Descoings, il y a ce très beau débat entre Descoings et Pierre Tapie. Petite autopromotion personnelle. On aura la voix des patrons français parce qu'on reçoit Patrick Martin, le patron du MEDEF, demain. Oui. Il sera intéressant aussi d'avoir la voix des patrons français. Je me suis engueulé avec lui, donc ça va vous. On lui fera et on le saluera de votre part. Oui, parce que parce que j'avais dit cette phrase épouvantable. J'avais dit que les patrons, et en particulier lui, n'ont jamais exigé, jamais demandé impérativement à Macron de réduire la dette française. Parce que pourquoi ? Parce qu'ils ont profité de l'argent de l'État pendant la pandémie. Oui. Et donc, il fallait évidemment, je le redis, accepter et demander même cet argent pour que les entreprises ne fassent pas faillite, mais il fallait demander en contrepartie que l'État fasse des économies budgétaires. Ce que dit d'ailleurs le patron de Total aujourd'hui, en disant qu'il faut que ces entreprises, en tout cas qui font aujourd'hui des bénéfices, remboursent cet argent. Donc j'ai dit à ce monsieur-là, j'oublie son nom. Patrick Martin. Mais c'est pas un ski nautique, un champion de ski nautique? Alors, j'avoue que je n'ai pas connaissance de ses activités personnelles. Voilà. Je lui ai dit ce que vous faites, c'est take the money and run. C'est Patrice Martin. Vous Patrice confondez. Martin, pardon, excusez-moi. J'ai un formidable chef d'édition, Elliot, qui me dit dans l'oreillette. Non, je badinais. Non, voilà. Et je plaisantais. Mais voilà. Et donc, je lui ai dit ce que vous faites, c'est take the money and run. C'est tout. Voilà. C'était le titre d'un film de Woody Allen. Prends l'argent et tire-toi. Voilà. C'est ce qu'a fait le MEDEF pendant la pandémie. Très bien. On évoquait le président américain et son administration. Revenons ensemble sur ce qui est aussi en train de se passer aux États-Unis. J'aimerais vous montrer la photo d'un homme au milieu. Alors, un peu plus bronzé que les autres, peut-être parce que il copie son président américain. Il s'appelle Kennedy. Il porte un patronyme ô combien c'est le ministre de la Santé, non ? Le ministre de la Santé américain, il est complètement barjot lui aussi. Évoqué avec vous sur finalement ces attaques contre la science dans l'administration américaine. Voilà. Vous dites la science est intrinsèquement démocratique et ces discours inquiétants du ministre de la Santé inquiètent très clairement. Il est en train de se passer quelque chose de très particulier aussi aux États-Unis, avec des administrations décimées, des licenciements en pagaille. Qu'est-ce que cela dit aussi de ce qu'est en train de mettre en place le président américain et son administration aux États-Unis ? Alors sur le plan économique, c'est compliqué parce que cette affaire de droits de douane, ça va créer de l'inflation évidemment aux États-Unis pour le consommateur américain, mais ils ont prévu ça. Il s'agit de faire baisser le prix du dollar, le coût du dollar. Il s'est déprécié le dollar. Je vais pas rentrer là-dedans. Ça c'est un débat pour les économistes et les spécialistes, notamment de la monnaie, ce que je ne suis pas. Mais sur la question du ministère de la Santé, les attaques contre la science, on a affaire à des fous furieux. J'ai eu le malheur de dire que Elon Musk était complètement cinglé, ça m'a valu beaucoup d'ennuis, mais ils sont complètement siphonnés, parce que ce qu'il dit, vous savez, quelle est son argumentation, c'est sur une épidémie, notamment la grippe aviaire, sur des oiseaux. Il faut laisser prospérer. Donc il faut laisser prospérer. Donc c'est complètement idiot. Donc on le sait, il suffit d'avoir étudié un tout petit peu de science pour le savoir. Le virus est
archi-mortel, il est super virulent, ce qui fait que les oiseaux seront morts avant de s'auto-vacciner, si je puis dire. Un cuit de bulot peut comprendre ça, même lui devrait pouvoir comprendre. Donc c'est complètement idiot. Ce que ça dit des États-Unis, c'est qu'on voit quelque chose qui est très très inquiétant aux États-Unis, c'est que vous avez deux attaques symétriques contre la liberté d'expression. Vous avez l'attaque pendant des décennies du wokisme politiquement correct dans les universités américaines avec les sensitive readers qui corrigent les livres anciens, donc complètement dément aussi. Et puis de l'autre côté, qui vient chez nous d'ailleurs, par ailleurs. On l'évoquait ensemble. C'est archi présent chez nous et encore une fois, y compris dans les entreprises. Voilà. Et puis vous avez de l'autre côté, vous avez cette espèce de folie trumpienne, si je puis dire, qui va aller dans l'autre sens et qui va, au nom de l'extermination de tout ce qui peut ressembler à un wokiste, va aller jusqu'à critiquer la science. Donc c'est absolument grotesque. Et ne pas donner de subventions à des organisations universitaires ou des organisations de recherche scientifique sous prétexte qu'il y a eu 3 publications wokistes dedans, ce qui est idiot. Voilà. Et donc je trouve ça très inquiétant parce que c'est les deux manières de museler la liberté d'expression. Voilà. Et moi, j'ai pas aimé le discours de Vance, contrairement à la plupart de mes amis de droite. Discours de Munich, Discours de Munich, parce que au fond, c'est pas à l'Europe qu'il faut s'en prendre, c'est d'abord aux États-Unis. Après tout, toutes ces attaques contre la liberté d'expression nous viennent des États-Unis. Et nous, hélas, on parlait de discrimination positive, c'est typiquement américain, affirmative action. Nous les intégrons dans l'espace républicain français, et je pense qu'on a tort de le faire, que ce soit à Sciences Po ou que ce soit dans les entreprises. Il y a une vraie série de mesures sans précédent contre l'indépendance de la recherche, son financement public. Oui, c'est grave. Un mouvement ici aussi en Europe, en France, où on accueille des chercheurs américains. Mais vous développiez, vous disiez qu'aujourd'hui les régimes totalitaires s'attaquent à la science parce qu'elle est intrinsèquement démocratique. Je trouvais cette observation particulièrement juste et ouvre aussi toute une série de réflexions plus larges sur ce que... vous avez raison. Sur ce qui est en train d'être mis en place, est-ce que cela donne. Ce que vous dites est très important, il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent bien. Au moment de la révolution des Lumières, donc ce qu'on appelle en allemand l'Aufklärung, en français les Lumières, mais la métaphore, Enlightenment en anglais, Illuminismo, c'est la même métaphore partout, c'est les Lumières. C'est la lutte de la science moderne contre l'obscurantisme. Le premier étant Newton. La lutte de la science moderne contre l'obscurantisme. Et le lien avec la démocratie est très profond parce que la science moderne est le premier discours qui vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les aristocrates comme pour les roturiers, pour les bourgeois comme pour les ouvriers, pour les Allemands comme pour les Italiens, les Chinois, les Japonais ou les Anglais. Voilà. Et donc ça traverse les classes sociales et les frontières. Donc il y a un lien indissoluble entre les Lumières, la Révolution française et la démocratie. Voilà. Et donc ce lien, à chaque fois, les régimes totalitaires essayent de le briser, ce lien. Voilà. Et ça, on l'a vu avec Lysenko sous Staline, on le voit, et c'est ce qui est très inquiétant chez Trump, c'est cette attaque contre la science, et son ministre de la Santé est complètement... Ces thèses sont complètement délirantes, elles sont anti-scientifiques, mais elles sont très dangereuses, y compris d'ailleurs pour l'agriculteur américain, d'abord et avant tout pour lui, parce que là ils vont voir leurs oiseaux mourir en pagaille. Profondément anti-vax par ailleurs, qui a prêté serment. Désolant. Et on sait qu'aux États-Unis à quel point cela peut avoir. Moi je vous le disais, j'ai eu la chance d'enseigner biologie et philosophie avec mon ami Jean-Didier Vincent, qui malheureusement nous a quittés cette année, qui était à mon avis l'un des plus grands biologistes français, enfin c'est pas que mon avis, mais du coup moi je me suis passionné pour la biologie, passionné pour la science sous toutes ses formes, et donc parce que pour moi le lien entre science et démocratie il est indissoluble. Voilà. Encore une fois, la science c'est le premier discours qui est universel. Avant vous n'avez que des discours particuliers. Les mythologies, elles sont particulières, les religions sont particulières, les philosophies sont particulières. Vous voyez, vous avez une mythologie japonaise, chinoise, vous avez des contes et légendes, même dans chaque région de France, les contes et légendes du Berry sont pas ceux de l'Auvergne. Et donc le premier discours universel, c'est le discours de la science. Voilà. Et ça, c'est pour ça que attaquer la science. Alors moi, j'étais allé voir Rachida Dati pour lui dire que elle devrait absolument faire de la lutte contre l'obscurantisme une des finalités premières de son ministère. La culture scientifique est en très grande crise en France aussi, et je pense que ça ne relève pas que du ministère de l'Éducation nationale, ça relève avant tout du ministère de la Culture. Alors justement, est-ce qu'on a, nous,
notre part à jouer dans l'accueil. On a vu notamment à l'université d'Aix-Marseille l'accueil de ces chercheurs américains qui aujourd'hui vivent un vrai bouleversement. On doit s'emparer aussi de cela ou pas? Ça vous fait sourire? Oui, parce que quand j'étais ministre de la Recherche, le sujet numéro 1, celui dont on parlait tout le temps, c'était la fuite des cerveaux. C'est-à-dire les Français, qui partaient. Mais qui partaient, évidemment. Et pourquoi ils partaient? Moi, Parce que mieux payé aussi, non? Évidemment. Sans doute. C'est un peu le nerf de la guerre. Je vous dis, quand j'étais jeune chercheur au CNRS, j'étais attaché de recherche. Non, je sais pas, un truc, comme ça, j'oublie le titre. Enfin, peu importe, j'étais chercheur au CNRS. J'étais payé royalement l'équivalent de 1 500 € par mois. Voilà, j'avais 2 agrègues et un doctorat d'État. Donc, évidemment, Yann Lequin, qui est le patron de l'IA chez Meta, Facebook, donc je pense que quand il était au CNRS aussi, quand il arrive là-bas, je pense qu'il n'est pas payé 1 500 € par mois. Très clairement. Les salaires doivent être un peu plus... Donc la fuite des cerveaux, elle était dans ce sens-là. On partait vers le Canada, vers l'Allemagne, vers les États-Unis, parce que on avait des conditions de travail. C'est pas simplement une question vénale, mais on avait des conditions de travail qui étaient 1 milliard de fois supérieures aux conditions qu'on a le R&D Amazon. Je crois que c'est 20 fois supérieur au budget du CNRS. Ouais, c'est gigantesque, ce sont des proportions. Et donc, évidemment, vous avez des conditions de travail, c'est pas simplement l'argent, mais les conditions de travail qui sont incomparables. Voilà. Et donc, qu'on accueille quelques malheureux chercheurs américains qui se sont fait virer par Trump, j'en suis absolument ravi. Mais je pense que ça règle pas le problème de la fuite des cerveaux des chercheurs français vers le Canada, l'Allemagne, les États-Unis ou la Suisse. Luc, à cette heure de cette émission, la photo de la semaine, ou plutôt un gain. Oui, parce qu'il y a eu un gagnant. Est-ce que vous avez joué hier avec cette cagnotte de l'euro million? J'aurais dû. Alors, ça a tellement fonctionné que la plateforme de la Française de jeu a bugué. Pendant un premier temps, on a pensé qu'il n'y avait pas de gagnant. Finalement, il y a bien un gagnant en Autriche, 250 millions d'euros. 250 millions d'euros. C'est un Autrichien qui a gagné. C'est un Autrichien qui a gagné. Ce n'est pas un Français, parce que c'est l'euro million. Donc on joue. C'est gagné en Autriche, précision. Peut-être oui, c'est peut-être un Français. Peut-être que c'est un Français. Enfin, de toute façon, on s'en fiche. Il doit être content. Pour le jeu, et on a vu à longueur de reportage tous ces Français, et pas qui achetaient des grilles. Ça dit quoi de notre société? Je vais essayer de nous consoler tous les deux. Ce qu'on dit, alors c'est typique du ressentiment au sens de Nietzsche, c'est que les gens qui gagnent des sommes d'argent pareilles, et surtout quand ils étaient des pauvres, en fait, ça se passe toujours très mal, parce que voilà. Comment gérer? On ne sait pas le gérer, cette fortune. Voilà, c'est ça qu'on se dit, nous les pauvres blaireaux qui n'ont pas gagné d'argent, pour se rassurer et se dire, non, c'est bien fait pour lui, il a gagné 250 millions d'euros, il ne va pas s'en remettre. mais on n'a jamais autant vu de Français vers le jeu de hasard. Écoutez, il y a un lien quand même évident là. Dans les 3 revendications principales des Français, il y a le pouvoir d'achat. Bien sûr. Il y a la sécurité, il y a le pouvoir d'achat, il y a je sais pas quoi d'autre, mais le pouvoir d'achat arrive, je crois, en 2e position, et donc, ou peut-être même en première position dans certaines catégories de la population. Et donc, l'idée que d'un seul coup, on va pouvoir gagner des millions d'euros et arrêter de travailler quand on a un travail en plus qui vous plaît pas. Voilà. Moi, nous deux autour de cette table, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un métier qui nous plaît. C'est vrai qu'on est plutôt heureux de notre métier. Voilà. Et donc, même si on gagne pas des 1000 et des 100, c'est pas le problème. On a un métier passion. Mais c'est pas incompatible avec l'envie de gagner au loto un jour dans sa vie. Je suis pas en désaccord avec vous. Précision qui a son importance. Merci infiniment, Luc Ferry. On se retrouve la semaine prochaine.